C'est ça qu'on appelle le squirting. Cunilingus, fellation, anulingus, vous ne devez pas arrêter de vous masturber. Bonjour, je m'appelle Charline Vermont, je suis formatrice en santé sexuelle et aujourd'hui, on va débunker 5 idées reçues sur la sexualité. Idée reçue numéro 1, le sexe, c'est de la pénétration. Alors je pense qu'il y a toute une génération de personnes qui ont grandi avec l'idée que faire du sexe, finalement, eh bien c'était ça. C'était de la pénétration phallo-vaginale, pénis dans vagin et tout le reste, finalement, n'était que les préliminaires. Alors préliminaire, c'est un sens en français, ça signifie qu'il précède et anticipe quelque chose de plus important. Autrement dit, c'est comme s'il y avait une hiérarchie dans les actes sexuels et que finalement, la pénétration était beaucoup plus importante que tout le reste. Soyons clairs, pour se reproduire, une pénétration phallo-vaginale, ça peut être utile. Mais la sexualité, en fait, c'est une multitude d'actes, donc le sexe oral, le sexe manuel, jouer avec des sextoys, se masturber ensemble mutuellement, qui sont en réalité des gestes extrêmement intimes qui permettent de partager un moment de complicité et de plaisir. Et tout cela, c'est du sexe à part entière. Idée reçue numéro 2, faire des dépistages quand on enlève la capote, le préservatif. Et bien ça, c'est une idée reçue qui est fausse. La réalité, c'est qu'à partir du moment où on est en relation intime et sexuelle avec une personne, il y a un risque de transmission d'IST, donc d'infection sexuellement transmissible. Alors, je rappelle que l'intégralité des actes intimes et sexuels sont susceptibles de transmettre des IST. Il n'y a pas besoin de pénétration anale ou vaginale pour qu'il y ait un risque. Exemple, cunilingus, fellation, anulingus, mais également les baisers qui sont susceptibles de transmettre syphilis, hépatite B. Donc réellement, à partir du moment où vous vous apprêtez à passer un moment intime avec une partenaire, ayez vos dépistages à jour. La troisième idée reçue, c'est le squirting, c'est de la flotte. Alors, on va définir ce qu'est le squirting. Squirting, ça signifie gicler en anglais. En français, on le traduit souvent par émission fontaine. Concrètement, effectivement, c'est un liquide qui peut jaillir. Alors, ça jaillit parfois, effectivement, en éclaboussant, mais ça peut être aussi quelques gouttelettes qui jaillissent au moment du sexe. Concrètement, c'est un phénomène physiologique. Au moment où on fait du sexe avec une personne, on a la température corporelle qui augmente, l'excitation sexuelle qui va faire battre le cœur plus rapidement. Face à ces phénomènes physiologiques, le corps, il doit absolument baisser la quantité de liquide qui circule dans l'organisme pour calmer le tout. Donc généralement, il fait quoi? Il transpire, mais parfois ça ne suffit pas. Pour baisser la quantité de liquide en circulation, pour baisser la pression artérielle, eh bien les reins fabriquent de l'urine très rapidement. Globalement, cette urine, elle est assez peu filtrée parce que c'est vraiment à la hâte que c'est fait. Ça sera globalement très peu concentré en urée, donc le plus souvent inodore et incolore, mais parfois c'est un peu plus coloré, ça a plus une odeur d'urine. C'est ça qu'on appelle le squirting. Idée reçue numéro 4, la masturbation c'est pour les célibataires. C'est faux, c'est archi faux. À partir du moment où on est en couple, il faudrait arrêter la sexualité avec soi-même, mais ça va pas la tête. Donc concrètement, il y a deux sexualités qui coexistent et qui ont vocation à coexister tout au long de notre vie. Il y a la sexualité avec soi-même, qu'on appelle également la masturbation, et il y a la sexualité avec autrui. À partir du moment où vous fréquentez une personne, un partenaire, vous êtes en couple, vous ne devez pas arrêter de vous masturber. Ça, c'est une idée reçue qu'il faut vraiment sauter de la tête, ok? C'est un jardin secret, intime, qui appartient à chacun. C'est un moment extraordinaire de liberté où vous pouvez faire les bruits que vous voulez, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez avec votre corps, tester tous les jouets de la terre si ça vous parle. La réalité, c'est que ce moment, il vous appartient. C'est le moment de vivre tous vos fantasmes. C'est le moment, en fait, où vous pouvez être complètement maître, maîtresse de votre sexualité. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et à partir du moment où vous avez une sexualité solo épanouie, j'ai presque envie de dire la sexualité avec autrui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Cinquième idée reçue, je suis désolée, je fais un trigger parce que je vais évoquer quelque chose de LGBT-phobe. Le plaisir prostatique, c'est pour les gays. C'est une énorme idée reçue qui en plus véhicule un cliché homophobe, biphobe. Donc franchement, on arrête ça tout de suite. Avoir du plaisir prostatique, ça signifie simplement que vous avez une prostate. Voilà, ça ne donne aucune information ni sur votre identité de genre, ni sur votre orientation romantique ou sexuelle. Avoir du plaisir prostatique, ça signifie simplement que vous avez un pénis, une prostate qui est sensible au toucher, qui est sensible à la stimulation. J'ai juste envie de vous dire, si vous kiffez le faire en solo ou avec votre partenaire, mais faites-le. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui ont une prostate à essayer, comme dirait Martin Page. Si le sexe était une question de plaisir, les femmes, c'est genre, seraient moins pénétrées et les hommes, c'est genre, le seraient plus.